Dès que tu as l'occasion. Consul et pas Napoléon empereur. Eh bien parce que pendant les premières années du consulat, Bonaparte mène une politique qui me semble profondément nationale. D'ailleurs, c'est pas un hasard, il ne cesse de répéter dans un certain nombre d'allocutions publiques « Je suis national ». Bon. Il faut dire tout de même, puisqu'il y a des éléments de biographie, des portraits, donc il y a un portrait de Bonaparte, un portrait de Poutine, de Yeltsin, de Khodorkovsky aussi, l'oligarque en chef dont Libération et Le Monde font un martyr, ce qui fait hurler de rire, quand on connaît la dimension prédatrice du personnage, qui est un mélange de Bernard Tapie et de Pablo Escobar, dont on fait effectivement un martyr de la liberté. À partir de là, on peut tout dire, et on évolue sans contrôle. Toujours est-il que Bonaparte est un Français des frontières, un Français corse. Dans les années 1792-1793, au début de la Révolution, il sent que l'événement lui ouvre une carrière qui aurait été inespérée sous l'Ancien Régime, car il ne jouissait pas des quartiers de noblesse suffisants pour accéder au plus haut grade. Mais son premier réflexe, c'est de se tourner vers la Corse. Il cherche le contact avec Pasquale Paoli, tenant et représentant de l'indépendantisme corse après la cession par Gênes à la France de l'île de Beauté. Il en est méprisé, mais totalement méprisé. Pour Paoli, une espèce de freluquet un peu énervé, comme ça, bon, il le congédie. Il essaye tout de même d'activer un certain nombre de réseaux corses, il n'y parvient pas, et puis finalement il se résout à faire carrière sur le continent, comme disent les Corses. Oui. À telle enseigne d'ailleurs que quand il connaît une traversée du désert en 1794-1795, puisqu'il était assez proche de Maximilien et surtout de Auguste Robespierre, le frère. Donc il connaît une brève traversée du désert, au terme de laquelle il dit « si je ne puis être le maître, je partirai ». Donc ça veut dire que la psychologie du personnage est sans doute davantage en effet impériale, animée par le goût du pouvoir, que véritablement patriote française initialement. Simplement, l'homme est génial, je veux dire techniquement, c'est même pas un jugement de valeur, c'est que sa capacité de travail, sa capacité à assimiler les réalités est absolument prodigieuse, sa détermination aussi, son courage physique, bon, bref, toutes qualités qui lui permettent de s'imposer dans le contexte de la France du Directoire. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il va profondément assimiler les intérêts de la nation française dans ce moment historique particulier, 1799, et il va opérer ce que j'appelle dans le livre une œuvre consulaire qui est profondément nationale et qui entretient avec ce que Poutine a réalisé au cours des années 2000 en Russie des parentés profondes. Voilà. Donc il y a le grand môle central, la grande partie centrale, en un clin d'œil à Tocqueville, s'intitule « De la démocratie en Russie ». J'y expose les œuvres politiques accomplies par Poutine dans plusieurs domaines, ceux de l'économie, du redressement de l'autorité de l'État et de la fierté nationale. Bon. Alors c'est sur ces trois points que je voudrais insister pour vous faire voir, vous faire sentir précisément en quoi Poutine a été une sorte de Bonaparte russe au cours des années 2000. Je précise que le champ, ça peut vous intéresser tout de même, le champ sur lequel je me suis concentré, l'époque sur laquelle je me suis concentré, c'est 2000-2008. Après, puisque j'ai écrit ce livre, entre 2011 et 2014, bien évidemment j'intègre des éléments de la période 2008-2012, au cours de laquelle Poutine est, croit-on, Premier ministre de Medvedev, ou Medvedev président par intérim. J'intègre également ce qui se passe en Ukraine à la fin de l'année 2013, mais le livre a été achevé et prêt à imprimer en février 2014. Donc je n'y prévois pas rétrospectivement, j'ai voulu jouer le jeu. Je n'ai pas voulu donner l'air d'avoir prévu l'indépendance, le rattachement de la Crimée à la Russie. Faut être un peu loyal, un peu fair-play. Mais j'évoque la question, malgré tout, de la Crimée en indiquant que la Russie ne pourrait renoncer à la concession militaire dont elle jouissait en Crimée. Et voilà, là, elle n'a plus à la payer, la concession, puisque la Crimée, désormais, c'est la Russie.
Au passage, la Russie y a gagné 2 millions d'âmes, sachant qu'elle connaît une démographie problématique, que précisément la politique de Poutine a contribué à relancer. C'est encore insuffisant, mais il y a quelques signaux. Alors j'y viens justement, rentrons un peu dans le détail, on est bon, dans le détail de la politique poutinienne. Il y a 2 axes essentiels. D'abord, la restauration de l'autorité de l'État. Sous le consulat, ou plutôt sous le directoire, l'autorité de l'État est bafouée quotidiennement. Elle est bafouée à la fois par de grandes puissances d'argent, principalement les fournisseurs, les munitionnaires aux armées, qui se sont constitués dans le contexte troublé des années révolutionnaires. Il y a des fortunes totalement délirantes qui se constituent en 3-4 ans. Et au fond, ces oligarques de l'époque directoriale font ce qu'ils veulent, payent mal leurs impôts. D'ailleurs, tout le monde paye mal ses impôts. La fiscalité, les finances du directoire sont exsangues. En outre, à cela s'ajoute un désordre administratif, c'est-à-dire que les départements et les communes sont en rivalité puisque les compétences des unes et des autres ne sont pas bien fixées dans le contexte post-révolutionnaire. Bref, chacun fait ce qu'il veut, on n'obéit pas aux directives du centre. Bref, c'est le désordre et la faillite, si vous voulez. Il y a véritablement une faillite financière. Enfin, au plan pénal, l'insécurité, où je ne parle pas de la guerre civile, bien évidemment, mais l'insécurité est endémique. Alors que va faire Napoléon? Plutôt Bonaparte consul. Précisément, il va rétablir l'autorité de l'État. D'abord en instituant le Conseil d'État, les préfets, bref, un ensemble d'institutions qui vont lui survivre. C'est ce qu'il appellera lui-même les masses de granit. Alors c'est les masses de granit du consulat. Parce que cet homme génial, à mon avis, davantage, disons, corso-carolingien, je vais y revenir, mu par un imaginaire qui mélange, si vous voulez, la Méditerranée et le Saint-Empire romain germanique, cet homme génial comprend ce qu'il faut à la France à ce moment-là, et il lui faut des institutions solides. Conseil d'État, Banque de France, avec l'ambiguïté de la Banque de France, on pourrait y revenir, mais là ça serait une question à soi seul. Les préfets, rétablissement de l'ordre public dans tous les domaines. D'ailleurs, la sûreté des voies est une des fiertés du consulat en 2 ou 3 ans. Et puis au plan économique, il calme les puissances d'argent sans les exproprier. On verra que c'est le même geste que Poutine accomplit 2 siècles très exactement plus tard. C'est-à-dire qu'en substance, il les rappelle à l'ordre de l'État, sans prononcer encore une fois de mesures d'expropriation. C'est un grand lecteur de Rousseau qu'à mon avis, on gagnerait dans nos courants. Moi, j'ai pas ce problème parce que je suis un ancien lecteur de Rousseau, à relire attentivement parce qu'on lui fait dire beaucoup de choses qu'il ne dit pas. Il y a des impasses complètes dans la pensée de Rousseau, certes, notamment au plan pédagogique. Et là, en tant que président du collectif Racine, je sais de quoi je parle. Mais il y a un Rousseau étonnant, quand il rédige les constitutions pour la Corse et la Pologne, vous avez un Rousseau nationaliste, considère qu'au fond il faut s'adapter aux caractères nationaux, il faut que la constitution épouse véritablement l'être corse, l'être polonais. Et puis enfin, il lance un avertissement en disant qu'il faut éviter de faire comme les Gracques, c'est-à-dire qu'en matière sociale, il faut dominer les puissances d'argent, mais prononcer des expropriations, créer un précédent qui bouscule ou compromet l'ordre légal tout entier. Donc c'est pas anecdotique de prononcer des expropriations pures et simples. Donc ça n'est pas ce que fait Bonaparte, on peut le lui reprocher, comme on peut le reprocher à Poutine il y a 15 ans. Il mène donc une politique subtile qui rappelle aux grands possédants les devoirs de leur charge, ou en tout cas les devoirs de l'État, qui leur impose les devoirs de l'État. Ça me fait penser, tiens, pour être un peu plus léger un instant, il y en a peut-être parmi vous qui ont vu cette plutôt bonne série américaine qui s'intitule House of Cards, qui met en scène un politicien véreux de génie incarné par Kevin Spacey dans les couloirs du Capitole et de la Maison Blanche aux États-Unis. Et il y a un épisode qui m'a fortement fait penser à la question que je suis en train d'aborder, au cours duquel, donc je ne sais plus comment il s'appelle, Frank Underwood, je crois, enfin peu importe, bon, l'anti-héros, est confronté à un grand pétrolier, un magnat du pétrole américain, qui le méprise ouvertement.
À plusieurs reprises, il le reçoit comme un laquais, etc. Parce qu'en effet, vous avez toujours une tendance chez les grands possédants, hein, les grandes puissances capitalistiques, à mépriser le pouvoir politique, dès lors qu'ils le sentent faible. Hein. Je dirais c'est dans la nature du pouvoir que de s'exercer. Et quoi de plus jouissif pour un mania du pétrole que de mépriser le vice-président des États-Unis? Oui, parce qu'il est vice-président des États-Unis. Bon. Et donc, il lui dit, oui, Underwood, vous savez, moi, demain, je mets à plat ce pays si je veux. Je fais ce que je veux. En gros, je suis plus puissant que vous. À quoi, donc, notre vice-président des États-Unis répond, n'oubliez pas que je suis le gars qui est avec les gars avec les fusils. C'est-à-dire que la dernière manifestation de la force de l'État, c'est l'armée, c'est la force. Or, Poutine appartient à ce qu'on appelle en Russie les siloviki, de Silla, c'est-à-dire la force. C'est-à-dire ceux qui appartenaient aux organes de force, comme disent les Russes, donc principalement KGB, services de renseignement de l'armée, services spéciaux du ministère de la Justice aussi, on les oublie, services spéciaux de la police, etc., etc. Ce sont ceux qui ont le plus mal supporté l'aliénation de leur pays au cours des années 90. En effet, c'est là qu'on trouve les réserves de patriotisme les plus développées, même si beaucoup ont été corrompus. Hein, il ne s'agit pas d'idéaliser ici les siloviki, ceux qui appartiennent donc à ces organes de force. Toutefois, il est clair que les gens les plus formés, les plus habitués à la culture de l'État, et la culture de l'État russe est brutale, hein, c'est certain, se trouvaient dans ces organes de force. Bon. Alors, rappeler précisément les grands possédants à l'autorité de l'État, eh bien c'est ce que va faire Poutine dans les premiers mois de sa première présidence. Au départ d'ailleurs les oligarques, à commencer par Berezovski, Boris Berezovski, qui est mort il y a plus de 2 ans je crois, paix à son âme, je ne crois pas qu'il soit regretté en Russie. Boris Berezovski croit qu'il a là une espèce d'homme lige, de pantin, qui va être manipulable comme Yeltsin l'avait été, puisque à l'époque de Yeltsin, ce qu'on appelle les oligarques, et les 7 plus puissants d'entre eux, prennent, vous me passerez l'expression, un melon stratosphérique, c'est-à-dire qu'ils s'imaginent pouvoir dicter au pouvoir, et d'ailleurs ils le font. Berezovski, qui est un immense prédateur, je vais revenir sur les conditions justement de formation de la fortune des oligarques. Berezovski est membre du Conseil national de sécurité, il est au cœur du pouvoir, il pèse sur les décisions fondamentales de l'État russe. Bon. Donc il croit avoir une espèce de pantin, et puis il va rassembler ses oligarques au mois de juillet 2000, vous voyez ça vient vite, hein. Il est nommé président par intérim au soir de la Saint-Sylvestre 1999, 31 décembre 1999, il est élu président 3 mois après, 2 mois et demi après, au mois de mars, et au mois de juillet il rassemble ses oligarques et il leur propose les termes, ou il leur impose plutôt, les termes d'un contrat bonapartiste. 1. Vous payez vos impôts. 2. Vous ne faites plus de politique. 3. En échange, je ne reviens pas sur vos biens, mais je ne prononce pas d'amnistie non plus. C'est-à-dire que la question, vous savez, il y a encore des oligarques aujourd'hui qui réclament une amnistie sur la façon dont les biens ont été acquis dans les années 90 au moment de l'implosion de l'Union soviétique. C'est le signe que les modalités de ces acquisitions ont été largement criminelles, hein, ou illégales, à la lisière, si vous voulez, de la corruption et du crime pur et simple. Car en effet, donc, que se passe-t-il en 92? Eh bien, on procède à ce qu'on appelle la thérapie de choc. Consensus de Washington, on libéralise un pays qui était largement collectivisé en 1 mois. Voilà. Ça se traduit par une inflation absolument délirante, une paupérisation dramatique, une situation sociale consternante. Le système de santé russe, qui était une des réussites du précédent régime, s'effondre. Et vont se constituer donc un certain nombre de fortunes, puisqu'on donne à chaque Russe un bon de privatisation, un voucher, comme on dit, d'une valeur de 10 000 roubles, gagé sur le parc public russe, c'est-à-dire les entreprises gazières, le parc automobile, bref, tout ce qui était public est désormais gagé sur des bons de privatisation. Simplement, le russe lambda, Igor, ouvrier de son état, bien évidemment, qu'est-ce qu'il va faire de son bon de privatisation? Il va le vendre, parce qu'il a un besoin immédiat d'argent. Et qui va le racheter? Eh bien, un certain nombre de prédateurs qui soit disposent de fonds mafieux, soit se sont déjà
consacré à rassembler une première fortune au moment de la première libéralisation gorbatchevienne. Mikhail Khodorkovsky, donc, a été libéré à la fin de l'année 2013, après avoir passé 10 ans en Sibérie, fait partie de cela. Donc, ils ont les moyens de racheter à vil prix, c'est absolument délirant. Yukos, l'empire pétrolier d'Udi Khodorkovsky, est acheté, si vous voulez, c'est comme si vous achetiez, je ne sais pas moi, un loft à New York pour 10 000 euros. Enfin, c'est à peu près ce type de rapport. C'est du vol, pur et simple. Et c'est ce type d'opération, alors là, je les détaille dans le livre, hein, je vous invite bien évidemment à le consulter si vous le souhaitez. Il y a un certain nombre comme ça de phases, 94, 95, 96, qui vendent littéralement le pays, ses infrastructures névralgiques, à un groupe de possédants privés, eux-mêmes liés à des intérêts étrangers. Il y a beaucoup de binationaux parmi les oligarques. Par conséquent, Poutine met un terme à cela, mais sans procéder à des expropriations pures et simples, qui, encore une fois, auraient réveillé sans doute des souvenirs bolcheviques trop frais dans les mémoires. Il mène une politique de subjugation, c'est-à-dire qu'il fait jouer le rapport de force en faveur de l'État. Il fera de même, j'évoquais la concurrence et l'indiscipline des départements et des communes sous le directoire, dans les années 1795-1799. Il faut savoir que la Russie est un ancien immense empire, organisé de façon fédérale avec des sujets de la fédération, des régions, des républiques, des régions autonomes, des territoires. Bon. Et pendant toute la période Yeltsin, les gouverneurs de ces entités-là se sont comportés comme des potentats locaux, et ils le pouvaient d'autant plus qu'ils étaient élus à l'époque au suffrage universel. Poutine va mettre un terme ici à leur pouvoir alors il y a plusieurs étapes, là aussi je les détaille, je ne vais peut-être pas être trop long, mais il les met au pas et fait en sorte de rétablir l'autorité du centre en constituant 7 districts présidentiels dans lesquels il envoie des sortes de super-préfets, encore une analogie avec Bonaparte, des super-préfets plénipotentiaires qui représentent précisément directement le président. Donc il renoue également avec une tradition russe très ancienne qui veut que le pouvoir soit incarné par un homme fort, une figure républicaine, puisque le sous-titre du livre s'intitule Essai sur la naissance des républiques, car c'est un de ces aspects, j'ai voulu rendre un sens substantiel, conséquent et, j'ose le dire, viril à la notion de république, puisque la république aujourd'hui, ça semble être des valeurs, le vivre ensemble, la tolérance, peut-être le mariage pour tous. Bon, on ne sait plus, ça ne veut plus rien dire. Non, la réalité c'est que les républiques, c'est l'autorité des lois, donc celle de l'État. Ça s'oppose à la tyrannie. Mais une république peut très bien envelopper des éléments monarchiques. C'est le cas de la constitution de la Ve République française, à laquelle notre insignifiant président doit sa survie d'ailleurs, parce que dans un régime où c'est la légitimité charismatique, le charisme personnel qui fonde l'autorité, autant dire qu'il n'est plus là. Tandis que Poutine lui, rassemble sur sa personne une légitimité traditionnelle, ça je vais y revenir dans quelques instants. Il l'a construit, une légitimité certes légale, institutionnelle, il est élu, mais également une légitimité charismatique. Mais il est élu, légitimité légale, au sens où également il rétablit le principe de l'égalité. D'où un certain nombre de formules fortes qui caractérisent la politique poutinienne, la dictature de la loi, qui a fait couler beaucoup d'encre à l'ouest de l'Europe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que dans un pays extrêmement corrompu, en proie à des forces centrifuges, à l'indiscipline administrative, la dictature de la loi, c'est-à-dire que précisément la loi s'impose dans toute sa rigueur à toutes et à tous. Ce qui n'est pas le cas en pratique, parce qu'il ne s'agit pas de peindre la Russie contemporaine en rose. Il y a toujours des mafias locales, il y a toujours de la corruption, c'est certain, mais malgré tout l'ordre légal est ici rétabli dans une mesure qu'ignoraient les années Yeltsin précisément. Alors, rétablissement de l'autorité de l'État. Bon, sur le plan pénal, je détaille un certain nombre de réformes, on ne va pas, je pense, trop détailler. C'est ce qui lui vaut une popularité rapide, immédiate. Rétablissement de l'autorité de l'État également en Tchétchénie. J'ai indiqué que c'était l'acte fondateur de son mandat, au sens large, mandat politique et mandat historique.
En effet, ça lui vaut une popularité immédiate parce que les Russes en avaient assez d'être humiliés hors de leurs frontières et d'être humiliés chez eux. Par conséquent, la gestion du conflit tchétchène en plus a été alors assez habile. Bien évidemment, il n'y a pas de guerre propre, hein. Donc c'est un conflit sanglant qui mêle les éléments de guerre civile. Un djihadisme international plutôt wahhabite que salafiste d'ailleurs qui s'était imposé dans les montagnes de Tchétchénie, qui continue d'ailleurs, hein. Mais ce sont des petites poches et surtout au Daghestan désormais que le djihadisme, véritablement, ceux qui sont mus par l'idée d'un califat du Caucase, hein, véritablement, ce sont des Daesh locaux, hein, si vous voulez, hein, c'est la même chose, strictement la même chose, est écrasé par un islam tchétchène, c'est-à-dire que progressivement Poutine va tchétchéniser le conflit et imposer donc Kadyrov père puis Kadyrov fils, qui sont, on peut le dire, oui, des satrapes locaux.